du webinaire, il y a un souci de son ou de vidéo, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat pour qu'on corrige ça au plus vite. Alors, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de souci pour vous transmettre les bonnes informations sur ce webinaire qui concerne le décret tertiaire. Donc, démarrons. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous Quentin Quatreveau, ingénieur énergie et expert décret tertiaire de la société Intrax. Bonjour. Antoine Couturier, responsable client. Bonjour à tous. Aussi chez Intrax. Moi-même cofondateur de la société. Et nous avons la présence d'Enedis, représentée par Marie Cohn, consultante en énergie. Voilà. Donc, société Intrax spécialisée dans l'intelligence énergétique et qui propose notamment un accompagnement sur le décret tertiaire. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui sur la première déclaration obligatoire avant le 30 septembre et les nouvelles fonctionnalités, notamment de la plateforme Opera. Allez, démarrons tout de suite avec un petit rappel du sommaire d'aujourd'hui. Donc, certains d'entre vous connaissent déjà le contexte de ce décret et ces informations. Nous allons faire un rapide tour sur les obligations, les risques et la chronologie de ce décret. Nous reviendrons ensuite sur une question que beaucoup de nos clients nous ont remontée, la définition du tertiaire selon le décret, ce qui vous permet de savoir si vous êtes assujetti ou non. Puis, Quentin vous fera tour d'horizon des déclarations obligatoires qui sont à réaliser avant le 30 septembre 2022 sur la plateforme Opera. Avant de parler de 3 exemples concrets qui sont assez représentatifs, notamment de ce que l'on a rencontré avec les personnes que l'on accompagne, les sociétés que l'on accompagne. Ensuite, le décryptage des nouvelles fonctionnalités de la plateforme Opera, arrivé le 1er avril. Ensuite, Enedis vous présentera le service proposé sur la récupération des données. Et Antoine vous parlera des solutions que notre société propose sur la préparation au 30 septembre et le suivi de vos objectifs décret tertiaire. Avant une session, pour terminer ce webinaire, de questions-réponses que nous prendrons auxquelles nous prendrons le temps de répondre. Sur ces questions, je vous propose dès maintenant, si vous en avez, de les poser sur le chat et on y reviendra en fin de webinaire sur l'ensemble de vos questions. Alors, décret tertiaire, contexte, obligations et risques. On démarre avec une chronologie de ce décret. Alors, comme vous le voyez sur cette présentation, le décret tertiaire est issu de la loi Elan qui recouvre un large panel de sujets. Et là, on est vraiment sur la partie performance énergétique des bâtiments. Le décret tertiaire qui est entré en vigueur en octobre 2019 et appliqué en ce moment. Donc, nous, on se trouve où le petit vélo est affiché sur cette frise chronologique. On est juste après, en fait, la dernière information du décret tertiaire qu'on a de la part du ministère de l'ADEME, c'est l'arrêté modificatif 2 qui reporte l'échéance initialement prévue en septembre 2021 à septembre 2022. Ce qui nous a soulagé, nous, entreprises tiers de service et nos clients, puisqu'on a plus le temps de se préparer pour cette première échéance et de mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce décret qui continue à publier des informations. Et notamment l'arrêté modificatif 3 que l'on attend incessamment sous peu, qui arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines, pour déterminer les valeurs absolues, la deuxième partie des valeurs absolues qui avait été annoncée en fin d'année 2021. Alors, ce que vous voyez encadré ici, c'est ce qui vous concerne, les assujettis au décret tertiaire, la première échéance de déclaration obligatoire des données au 30 septembre de cette année, puis chaque année la déclaration des données de consommation, et enfin la première vérification de la part des services de l'État au 31 décembre 2031, après une seconde vérification en 2041 et une troisième en 2051. Voilà pour la chronologie, la mise en contexte du décret tertiaire. Revenons sur les obligations et les risques. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler un certain nombre de fois, à mon avis, mais voilà, rappelons que le décret tertiaire, c'est tout d'abord une obligation de déclaration annuelle des données de consommation et des surfaces associées dans vos bâtiments tertiaires. Si cette obligation n'est pas respectée, on court le risque du name and shame. Name and shame, c'est-à-dire que votre société est publiée sur un site internet de l'État pour en fait pointer du doigt votre non-conformité avec ce décret. Donc, ce qui atteint à l'image de la société, et c'est vraiment ça qu'on veut éviter en respectant cette obligation. Alors après, il y a l'obligation de réduction des consommations. Effectivement, décennie après décennie, bien montré que par rapport à la consommation de l'année de référence ou à la valeur absolue, on va en parler juste après, les objectifs de réduction sont atteints. Et si cette obligation n'est pas respectée, c'est un risque de 1 500 € d'amende pour les personnes physiques ou 7 500 € d'amende
pour les personnes morales. À noter que ces amendes sont multipliées au nombre d'infractions. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs locaux qui ne respectent pas ces objectifs de réduction, les amendes se multiplient. Ce qu'on vous propose, c'est de transformer ces contraintes en opportunités économiques et écologiques, puisqu'autour de ce décret tertiaire s'imagine aussi une stratégie énergétique globale pour nos sociétés. Et c'est ça, cette opportunité qu'on souhaite saisir ensemble avec le décret tertiaire. Sur la partie droite de la slide, donc on rappelle les deux objectifs, soit en valeur relative, donc là c'est les fameux 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040, 60% d'ici 2050, à choisir sur la consommation d'une année de référence, judicieusement choisie entre 2010 et 2019. Alors pas 2020, vous le savez, puisque les consommations de l'année du Covid ne sont pas représentatives des consommations de nos équipes. Donc c'est vraiment choisir judicieusement une année entre 2010 et 2019. Et Quentin reviendra là-dessus un peu plus tard dans le webinaire. Et sinon, la valeur absolue. C'est-à-dire que si vous êtes sur un bâtiment qui est plutôt récent, en fonction de la typologie aussi de l'activité qui est exercée, c'est un seuil qui est arrêté par décret. Et c'est pour ça, juste avant, on parlait de la valeur absolue 2. Ça va définir d'autres seuils pour d'autres types de bâtiments, de types d'activités, en face de la valeur relative. Donc voilà, c'est pas un choix à faire, il faut respecter l'un ou les deux objectifs, mais voilà, c'est vraiment l'un ou l'autre, la valeur relative ou la valeur absolue. Alors, le tertiaire selon le décret, ça c'est un vrai sujet. Nos clients nous ont souvent posé la question, est-ce que je suis vraiment assujetti? C'est-à-dire que ce n'est pas automatique, il faut bien regarder votre activité. Là, voilà, le secteur tiers, activité économisation des ressources naturelles, et du secteur secondaire, qui est la transformation. Donc, le tertiaire, principalement évidemment les bureaux et les administrations, les commerces, la restauration, le stockage, la logistique, la santé et l'enseignement notamment. Voilà. Ce que l'on rappelle au bas de cette slide, c'était important pour nous aussi de le mettre ici, c'est que les entreprises qui ont des activités principales dans le secteur primaire ou dans le secteur secondaire, si elles possèdent des bâtiments ou des parties de bâtiments qui recouvrent, qui abritent des activités tertiaires, sont également assujetties. Prenons l'exemple d'une menuiserie, une grosse menuiserie, si elle a plus de 1000 mètres carrés dans son entrepôt de bureaux, d'administration, cette partie-là, et cette partie-là uniquement, est assujettie au décret tertiaire. Voilà. Et maintenant, passons à la suite. Donc, qui est concerné? Là, rappelons les acteurs engagés autour de ce décret. C'est les propriétaires et les occupants, donc les bailleurs et les preneurs à bail, de bâtiments, parties de bâtiments, d'unités foncières ou parties d'unités foncières qui abritent des activités à usage tertiaire et dont la superficie est supérieure ou égale à 1000 m². Et donc, le décret évoque 3 cas d'assujettissement. Le premier, c'est lorsque vous avez un bâtiment qui est 100% tertiaire, dont la surface est égale ou supérieure à 1000 m². Donc là, ça peut être un bâtiment 100% d'une seule entreprise qui est dans le secteur tertiaire ou de plusieurs entreprises. Le deuxième cas, c'est un bâtiment à usage mixte. Donc, par exemple, prenons en centre-ville un bâtiment qui a sur sa partie supérieure des logements résidentiels et en rez-de-chaussée des locaux commerciaux qui ensemble totalisent ou dépassent 1000 m². Cette partie-là tertiaire du bas de cet immeuble est assujettie au décret tertiaire. Et on le verra après, la partie résidentielle n'est pas assujettie. Le troisième cas, donc là, c'est quand on est sur une unité foncière, sur un grand site, on a un ensemble de bâtiments qui ne sont pas forcément rattachés entre eux, mais qui abritent des surfaces tertiaires qui, ensemble, totalisent ou dépassent 1000 m². Là aussi, ces locaux tertiaires sont assujettis. Donc, vous avez vraiment ces 3 cas représentatifs et dans les déclarations pour le 30 septembre, là aussi, on va y revenir, mais voilà, il faut mentionner ce cas-là pour votre FA. On rappelle les exemptions, les constructions qui ont donné lieu à un permis de construire à titre précaire, les lieux de culte et les bâtiments de sûreté intérieure, de défense, de sécurité civile. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Quentin qui va revenir sur les déclarations obligatoires à réaliser sur la plateforme de l'État Opérat
avant le 30 septembre 2022 pour les assujettis. Merci Léopold. C'est parti pour ce tour d'horizon des déclarations pour le 30 septembre. Comme vous le savez peut-être, toutes les déclarations qui sont à réaliser dans le cadre du décret tertiaire sont à faire sur la plateforme Opérat développée par l'ADEME. Je vais y aller dans l'ordre des déclarations à réaliser. Donc dans un premier temps, il faut déclarer ces fameuses EFA, donc entités fonctionnelles assujetties. Donc ces entités finalement servent à identifier les différents acteurs, propriétaires et exploitants des différents locaux, le cas échéant, et les associent au local assujetti. Pour déclarer ces EFA, il faut finalement savoir le cas d'assujettissement que nous avons développé juste avant. Il faudra également déclarer les acteurs de cette EFA, donc simplement par le SIRET, par exemple, des entreprises associées à cette EFA. Il faudra également inscrire un IUB. Donc un IUB, c'est un identifiant unique bâtimentaire. Qu'est-ce que cet IUB? Donc, ce n'est ni plus ni moins que la concaténation de la parcelle cadastrale du bâtiment, de la dénomination du bâtiment, et également le numéro de lot, le cas échéant, notamment lors d'une multi-occupation d'un bâtiment, pour identifier juste la partie louée par le locataire. Une fois ces EFA déclarés, il faudra ensuite passer à la déclaration des consommations énergétiques 2020 et 2021. Pour déclarer ces consommations énergétiques, il faut dans un premier temps clairement identifier les surfaces des locaux assujettis et les inscrire sur la plateforme. Alors, il faudra bien identifier les surfaces par catégorie d'activité et même sous-catégorie d'activité. C'est-à-dire que le décret tertiaire et la plateforme Opéra demandent de savoir combien de mètres carrés, par exemple, vous avez de bureaux, combien de mètres carrés sont dédiés aux salles de réunion ou, par exemple, à un espace réfectoire. Une fois ces surfaces déclarées, il faudra ensuite passer cette fois-ci aux réelles consommations énergétiques, tout flux confondu, que ce soit électricité, gaz, fuel pour les trois plus communes, je dirais, mais aussi tout autre flux énergétique utilisé par le bâtiment ou l'EFA. Trois catégories de consommation, les individuelles, qui sont directement gérées au sein même de l'EFA. Donc, pour donner un exemple, c'est le compteur électrique géré par le locataire lui-même dans l'EFA. Les consommations réparties. Un autre exemple, cette fois-ci, c'est dans le cas d'un bâtiment où le compteur électrique est unique au bâtiment et les consommations sont réparties sur les différents locataires. Donc, ces consommations seront à répartir au prorata des surfaces sur les différentes EFA. Et enfin, les consommations énergétiques des espaces communs s'il y a des espaces communs dans le bâtiment. Avec ces consommations énergétiques, il faudra ensuite déclarer les indicateurs d'intensité d'usage. Ces indicateurs sont assez importants puisque sans cela, les consommations énergétiques seules ne veulent pas dire grand-chose. Donc, ces indicateurs sont simplement le taux d'occupation du bâtiment, les surfaces de plancher par poste de travail et enfin les amplitudes horaires. Une fois ces 2 années déclarées, il faudra également déclarer l'année de référence, donc comme on l'a rappelé tout à l'heure, entre 2010 et 2019. Les données à déclarer pour cette année de référence sont exactement les mêmes que celles des années 2020 et 2020, donc avec les surfaces, les consommations et les indicateurs. Il faudra juste choisir judicieusement cette année de référence, notamment en tenant compte des modulations climatiques et potentiellement en valorisant les travaux de rénovation. Donc, le plus judicieux, potentiellement, c'est les consommations énergétiques les plus élevées après modulation climatique, par exemple, sans voir au cas par cas. À noter également que les consommations des infrastructures de recharge électrique, si celles-ci sont sous-comptées, donc si vous avez les valeurs exactes, vous pourrez les inscrire sur la plateforme également, et celles-ci seront déduites des consommations globales du bâtiment. Nous allons donc passer maintenant aux 3 exemples concrets qui arrivent fréquemment, que nous rencontrons fréquemment. Exemple numéro 1, celui d'un bâtiment en copropriété. Donc, nous avons choisi ici cet exemple donc avec un bâtiment avec 2 copropriétaires et des entreprises tertiaires qui l'occupent. Donc une première entreprise, une deuxième,
un étage qui a été libéré par une entreprise en mars 2020, donc c'était une entreprise tertiaire hein, dans ce cas-là. Et enfin, un étage de logement au dernier étage. Donc, ce bâtiment regroupe 3000 m² sur une surface de 2500 m². Donc, je vais vous mettre un petit peu à contribution dans ce webinaire. Donc, je vais vous poser la question suivante. À votre avis, combien de FA peut-on déclarer sur ce bâtiment? Donc, n'hésitez pas à écrire vos réponses dans le fil de la conversation. Je vous laisse quelques instants. Je vois des 2 qui apparaissent. Je sens pas. Une. Alors, je vais vous donner la réponse. Donc, je vois, ah voilà. Là, j'ai vu une bonne réponse. Donc, effectivement, bonne réponse de Caroline. Il faut déclarer 3 EFA. La première est assez évidente, propriétaire 1 avec entreprise 1. La deuxième aussi, propriétaire 2 avec entreprise 2. Et enfin, il y a également la petite subtilité ici, c'est l'étage vacant. Puisque celui-ci a été libéré en mars 2020, c'est-à-dire après la mise en service du décret tertiaire, il faut le déclarer. Sur cet étage vacant, le propriétaire sera le seul acteur de l'EFA tant qu'il n'y a pas de locataire. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. C'est celui d'un site industriel donc constitué de 4 bâtiments pour une surface assez conséquente de 14 750 m², par exemple. Donc, nous avons ici un bâtiment de production avec une petite partie de bureau rattachée directement dans ce même bâtiment, un autre bâtiment seul de bureau et d'autres bâtiments de stockage et enfin un réfectoire. Donc, même petit exercice, selon vous, combien ici peut-on déclarer de FA? Je vous laisse également répondre dans la conversation. Alors, je vois des 1, des 4, des 5. Voilà, donc j'ai vu passer les bonnes réponses. En effet, il est tout à fait possible de déclarer une seule et même EFA. En effet, sur ce site industriel, donc, nous sommes dans le cas d'assujettissement numéro 3, une unité foncière, dans lequel il y a un seul et même exploitant de tous ces bâtiments. Donc, vous pourrez déclarer, dans le cas général, une seule EFA regroupant tous ces espaces tertiaires, donc les bureaux, le stockage et le réfectoire. Il faudra finalement, dans cette EFA, lors des déclarations des consommations, détailler ces fameuses surfaces. C'est pour ça que je vous disais que ces surfaces, les sous-catégories de surfaces sont importantes à connaître. Il faudra détailler ces fameuses sous-catégories d'utilisation de ces surfaces. Exemple numéro 3, un bâtiment de collectivité, donc dans une commune, sur une unité foncière, une commune possède 2 bâtiments, une servant de mairie et un autre servant d'école et de cantine. Donc, petit exercice encore une fois, selon vous, combien de FA peut-on déclarer ici? Je vous laisse quelques instants pour répondre encore une fois. Des 1 ou des 2. Voilà. Donc, j'ai vu passer les bonnes réponses. Dans ce cas-ci, on peut déclarer 2 EFA. Alors, je vais vous expliquer un peu. Donc, les bâtiments entiers tous les bâtiments sont assujettis. Donc, nous sommes dans le cas d'assujettissement numéro 3 sur une unité foncière. Pourquoi 2 EFA? Parce que là, il y a plusieurs acteurs sur cette unité foncière. Le premier bâtiment, qui est la mairie, dont la commune est propriétaire, et elle est aussi le seul utilisateur de ces locaux. Donc, la première EFA sera la mairie et les intervenants sur cette EFA est uniquement la commune. Deuxième EFA qui pourra être déclarée ici, c'est l'école plus la cantine. Et cette fois-ci, il y a 2 intervenants qui interviennent sur cette EFA. Donc, ce sont la commune qui est propriétaire des murs et le groupe scolaire qui exploite le bâtiment.
Voilà pour les exemples que nous avons sélectionnés. Nous allons maintenant passer à un décryptage de la nouvelle version de la plateforme Opera. Avant cela, je voulais faire un petit rappel sur l'architecture de la plateforme et comment s'organisent les déclarations sur cette plateforme. Il y a des petites subtilités. Donc, lorsque vous allez vous inscrire sur cette plateforme, vous allez notamment inscrire votre numéro de SIRET, qui est lui rattaché à un numéro de sirène. Donc, ce numéro de sirène qui désigne votre entité juridique, c'est le niveau le plus élevé dans la plateforme, qui s'appelle la structure. Dans cette structure, si vous possédez, donc dans votre entreprise, si vous possédez plusieurs établissements qui sont assujettis, vous pourrez les déclarer séparément. Il faudra même les déclarer séparément, et ceci grâce à leur SIRET. Ils auront des SIRET différents et ils seront automatiquement rattachés à votre structure globale. Et il faut bien comprendre qu'une fois ces établissements déclarés, c'est à ce moment-là que vous pourrez déclarer les EFA. Plusieurs EFA peuvent être associés à un établissement. Par exemple, notamment dans le cas d'un bailleur, vous pouvez très bien avoir plusieurs EFA sur un bâtiment multi-occupation si vous possédez un bâtiment avec plusieurs locataires. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est important de comprendre sur la plateforme Opera, c'est que tout se passe au niveau des EFA, donc que ce soit les déclarations des consommations, comme on l'a dit précédemment, 2020-2021 et l'année de référence, et aussi et surtout les calculs de ces fameux objectifs, donc en valeur relative et en valeur absolue. Donc vous aurez un calcul de ces objectifs qui sera fait automatiquement sur la plateforme Opera pour chaque EFA. Nous allons passer maintenant à la nouveauté qui est arrivée très récemment sur la plateforme. Donc, il faut savoir que depuis le début de l'année, il était possible sur la plateforme Opera déjà de déclarer ses EFA et les consommations des années 2020 et 2021. Depuis le 1er avril, il est maintenant possible de déclarer les années de référence. Donc, comme je le rappelle très rapidement, les informations déclarées sont les mêmes que les autres années. Donc, surface, consommation énergétique et ces fameux indicateurs d'intensité d'usage. Petite subtilité sur cette année de référence, cette année de référence n'est pas obligatoirement une période calendaire une année civile, pardon. Ça peut être très bien une période glissante de 12 mois, c'est-à-dire à cheval sur 2 années. À noter que également les calculs des objectifs sont annoncés courant avril, donc nous devrions bientôt les voir apparaître sur la plateforme Opera. Je vais maintenant laisser la parole à Marie pour les services proposés par Enedis dans le cadre du décret tertiaire. Oui, bonjour à tous. Marie Cohn, effectivement, je travaille chez Enedis et nous avons proposé un certain nombre de services de données pour accompagner l'ensemble des acteurs assujettis au décret tertiaire. Donc, c'est ça que je vais vous présenter ce matin. Alors, nous accompagnons les acteurs sur 2 volets qui ont été d'ailleurs évoqués précédemment. Donc le premier, alors pour le flux de consommation, c'est-à-dire le fait de devoir renseigner sa consommation tous les ans, alors au 30 septembre, donc les consommations 2020 et 2021, et puis les années suivantes, il faudra continuer à alimenter la plateforme avec sa consommation annuelle. Pour cela, il y a 2 possibilités. Soit l'assujetti dispose des données et est en capacité de les renseigner de façon autonome sur la plateforme Opera. Pour ça, il peut consulter ses propres archives, donc typiquement ses factures. Il peut également voir son espace client fournisseur, son espace client Enedis, faire une demande auprès de dataconsoelec@enedis.fr pour récupérer sa consommation sur les 12 derniers mois et donc, suite à ça, peut effectivement aller alimenter la plateforme Opera. Autre possibilité que nous avons mis en place, sur lequel nous avons travaillé avec l'ADEME, c'est autoriser l'ADEME à récupérer directement les données auprès d'Enedis. Donc ça, bien sûr, un point important, c'est que l'assujetti doit donner son consentement à l'ADEME. Ce consentement passe par la plateforme Opera
il est déjà opérationnel, enfin, l'ADEME a déjà accès à notre service de données, donc SGE tiers, sur lequel l'ADEME peut récupérer la consommation de l'ensemble des acteurs qui auront donné ce consentement. Et donc, par ce biais-là, la consommation des années 2020, 2021 et les suivantes apparaîtront automatiquement sur la plateforme Opera, sera prédéclarée et il restera à l'assujetti la nécessité de valider cette donnée sur la plateforme. Mais donc, voilà, on a travaillé avec l'ADEME effectivement pour simplifier le renseignement de la consommation d'électricité à partir de l'année 2020. Donc ça, c'est vraiment sur le flux de consommation. Nous avons travaillé également sur un autre volet qui nous a semblé important, donc sur la page suivante, par rapport à l'historique de consommation. Donc, comme vous l'avez précédemment vu, chaque assujetti devra choisir l'année de référence qui servira de base pour le calcul des objectifs. Donc, pour ça, il faut identifier la consommation sur la période 2010-2019, sur lequel la consommation a été la plus élevée et donc permettra de simplifier l'atteinte des objectifs à partir de 2030. Donc, à nouveau, l'assujetti peut disposer d'un certain nombre d'éléments, de factures, voilà, pour identifier son année de référence qui sera l'année la plus pertinente. Si ce n'est pas le cas, nous avons mis en place, côté Enedis, un nouveau service de données. Donc, il est disponible depuis le mois de janvier 2022. Et c'est ce service que je vais un peu vous détailler. Donc, comment ça fonctionne? Chaque assujetti ou bien les tiers mandatés par les assujettis, alors typiquement, ça peut être le cas d'Intrax ou de d'autres acteurs, peut demander à Enedis, par l'envoi d'un mail à l'adresse qui figure sur l'écran dct-décret-tertiaire@enedis.fr. Donc, il envoie un mail à cette adresse et reçoit assez rapidement, a priori, enfin le plus souvent dans l'heure, un fichier Excel à renseigner. Une fois que ce fichier est renseigné, il le renvoie automatiquement, enfin il le renvoie à cette même adresse et reçoit automatiquement son historique de consommation. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce fichier Excel pour savoir comment il est formé. Donc, sur la première page, ce fichier Excel est formé d'un mode d'emploi pour expliquer comment renseigner le plus correctement possible ce fichier. À noter que ce fichier est traité par un automate, donc il est important de faire une saisie assez fiable et assez rigoureuse de ce fichier pour obtenir le meilleur retour possible. Donc, ce premier mode d'emploi sur le premier onglet. Sur le deuxième onglet, on retrouve une déclaration sur l'honneur. Donc là, on voit qu'il y a un gros carré rouge au milieu. Il faut aller sur ce carré et effectivement s'assurer qu'on dispose bien, l'acteur qui fait la demande dispose bien des autorisations pour la faire. Soit il est titulaire des points sur lesquels il va demander l'historique, soit il est mandaté par le titulaire pour le faire. Donc, il y a effectivement cette déclaration sur l'honneur qui est indispensable pour bien s'assurer de la conformité de la demande. Donc ça, c'est le deuxième onglet. Et ensuite, le troisième onglet. Donc, c'est sur ce troisième onglet qu'effectivement les demandes doivent apparaître. Il y a un certain nombre de colonnes à remplir de façon rigoureuse. Le premier concerne la raison sociale de l'assujetti. Alors, non pas du demandeur, mais vraiment de la personne sur lequel, enfin de l'entreprise sur lequel les données sont demandées. Puis, le SIRET de l'assujetti. Enfin, le numéro de PRM ou de PDL, donc c'est vraiment l'identifiant, nous, côté Enedis, qui nous permet de connaître, enfin d'identifier les données de consommation à renvoyer. Et l'adresse du site, l'adresse doit être indiquée sur 5 colonnes, donc en séparant le numéro, le type de voie, le nom de voie, le code postal et la commune. Comme je l'ai indiqué, c'est un automate qui traite, donc si les colonnes ne sont pas correctement remplies, les réponses pourraient être assez partielles.
À noter, alors ça figure en rouge, c'est assez important, les SIRET et les PRM font nécessairement 14 chiffres, donc s'il n'y a pas 14 chiffres qui seront rentrés, il y aura forcément une erreur. Et il faut les renseigner sans espace ni caractères spéciaux. Donc c'est vraiment 14 chiffres qui se tiennent les uns collés aux autres. Donc voilà pour la demande qu'il faut adresser à cette adresse mail. On va voir dans la page suivante, voilà quelques exemples. Donc là, alors, à noter déjà qu'on est sur des données qui sont des données protégées. Donc là, j'ai bien renseigné des données factices. Sur la première partie de la page, on voit une demande qui a été transmise sur laquelle on a saisi des PRM, la raison sociale, le SIRET et une adresse. Sur la deuxième partie de l'écran, vous voyez le retour qui est fait. Donc, alors, bon, c'est affiché un petit peu petit à l'écran, mais ce qu'on retourne, c'est la date de mise en service du point et les énergies. Alors, comme on l'a vu précédemment, il y a deux choses à savoir, c'est que vous pouvez renseigner votre année de référence à partir de 2010. Pour autant, côté Enedis, nous ne renvoyons pas l'année 2010 parce que nous ne disposons pas de ces données de façon suffisamment fiable. Donc, on renvoie que à partir de 2011. Ça, c'est le premier point, donc de 2011 à 2019. Ensuite, comme ça a été également évoqué, vous pouvez faire des données glissantes sur 12 mois. Nous ne renvoyons que du 1er janvier au 31 décembre, donc on est vraiment sur des années calendaires. Et comme vous pouvez le voir ici figuré à l'écran, donc là, on voit que sur la deuxième ligne, on a une date de mise en service en 2017. Donc, on ne fournira que les données après 2017 pour être sûr que le titulaire du point est bien celui qui a fait la demande. Donc là, mise en service 2017, nous fournissons les consommations d'énergie annuelles sur 2018 et sur 2019. Autre petit exemple, ici on voit que le PRM qui a été saisi, c'est 1, 2, 3, 4. Comme je l'ai mentionné précédemment, un PRM fait 14 chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, forcément, nous ne sommes pas en capacité côté Enedis d'identifier ce PRM. Et du coup, il y a une erreur qui ressort. On n'est pas en capacité d'envoyer les données. Donc on envoie une anomalie. Votre PRM ou PDL doit comporter 14 chiffres, donc impossible de renvoyer les données. Le dernier cas, dans certains cas, vous pouvez avoir un retour en indiquant que le PRM est inconnu. Alors, pour quelles raisons vous pouvez avoir ce type de PRM? Soit c'est un PRM du segment résidentiel. Donc là, on est dans le cadre du décret tertiaire. Il ne doit y avoir aucune donnée du segment résidentiel. Le résidentiel, c'est votre logement à vous et à moi. Ce sont des données qui sont protégées, donc aucune donnée du segment résidentiel. Si le PRM est résilié à nouveau, vous ne recevrez pas les données, puisque le PRM n'est plus en service, il ne figure pas dans le fichier que nous avons construit dans le cadre de ce service. Si la date de mise en service est postérieure à 2019, comme nous envoyons toute année pleine suite à la date de mise en service, il n'y aura pas non plus de données. Et si la consommation est nulle sur toute l'année 2020, donc si le site n'a pas du tout consommé en 2020, nous avons considéré qu'il n'a pas de raison d'être assujetti, ou tout du moins de choisir une année de référence, et donc il n'y aura pas de consommation renvoyée. Donc dans ces cas-là, effectivement, nous ne renverrons pas les consommations. Dans les autres cas, nous renvoyons sous cette forme-là, via fichier Excel, un retour avec l'ensemble des consommations qui nous auront été demandées par les différents tiers. C'est un service qui est complètement gratuit et qui est ouvert jusqu'au 30 septembre, date à laquelle il faudra saisir les données sur le site Opéra. Voilà pour moi. Des explications. On va bientôt passer à l'avant-dernière partie de notre webinaire. On va présenter les solutions qu'on peut donner pour répondre à ces problématiques. Et derrière, nous passerons à la séance de questions-réponses. Donc, il y a déjà eu 2 questions qui ont été posées dans le chat. N'hésitez pas à en poser d'autres, comme ça on pourra y revenir. On aura pas mal de temps pour les aborder. Alors, il faut savoir que ces solutions sont d'ores et déjà déployées chez nos clients. Donc, c'est des solutions qui sont adoptées et utilisées. Donc, maintenant, on va vous les proposer ici. Les deux sont liés, vous allez voir. La première, bien entendu, c'est sur le sujet du webinaire, c'est l'accompagnement à la mise en conformité pour la première échéance du 30 septembre. En fait, ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment quelque chose de clé en main, un package complètement complet, on va dire. On va vous proposer de A à Z la mise en conformité pour ce 30 septembre de manière déléguée à notre charge. Donc, on va voir ensemble les différentes parties de ce pack qui est proposé à nos clients. Donc, la première partie, naturellement, pour démarrer, il faut avoir les données de vos bâtiments. Donc, nos ingénieurs vont venir récupérer les données de vos surfaces bâtimentaires pour pouvoir voir un peu l'étendue de votre patrimoine, les activités au sein de chaque bâtiment.
Derrière, naturellement, vu que ça se passe sur Opera, les déclarations, vous allez devoir créer votre situation sur Opera. Donc là, on l'a vu, la structure, c'est important de la créer. Il faut partir sur de bonnes bases pour pas avoir des données après qui sont saisies, qui ne seront pas saisies dans les bonnes structures sur la plateforme. Donc ça, on s'en charge de tout, c'est assez important pour ne pas se tromper. Cette troisième partie, c'est la déclaration des EFA. Donc là, pareil, c'est très important parce que sur Opera, on raisonne par EFA, on l'a vu aussi. Donc là, il ne faut vraiment pas se tromper non plus parce que chaque EFA, c'est un peu un cas particulier. Donc nous, on va s'occuper avec les données des bâtiments qu'on a, voir lesquels sont réellement des EFA et on va s'occuper de les saisir sur la plateforme. Derrière, comme on a des connexions avec les API d'Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz, on va venir récupérer les données de consommation énergétique pour les années 2020-2021. On pourra saisir ces données de consommation. Et en plus de ça, grâce à cette connexion API, on va pouvoir analyser l'historique antérieur de consommation et vous aider à choisir la meilleure année de référence. On l'a vu, il faut choisir une bonne année de référence pour la saisir sur la plateforme. Sachant que chaque année de référence, c'est vraiment par UEFA, c'est du cas par cas. Donc là, il y a un vrai travail pour choisir la bonne année par année. Par UEFA, excusez-moi. Dernièrement, une fois qu'on a choisi la bonne année, on va pouvoir déclarer les consommations associées à cette année sur la plateforme Opera à votre place. Donc on l'a vu, c'est vraiment un parcours de A à Z pour être prêt pour le 30 septembre. Il faut raisonner pour cette première échéance de mise en conformité comme un peu une introduction avant, après les différents paliers qu'on a vus, les objectifs à réduire à 2030, 2040, 2050. C'est vraiment pour partir sur des bases saines. Donc après, vous pourrez vraiment soit continuer par vous-même pour la suite, soit, c'est ce que je vous propose ensuite, rester avec nous pour un schéma directeur justement pour veiller à l'atteinte de ces objectifs de diminution de consommation, notamment l'objectif des 40% d'ici 2030. Donc pour veiller à la bonne atteinte de ces objectifs, maintenant je vais basculer sur l'autre solution qu'on vous propose, c'est la plateforme que nous avons créée chez Intrax avec nos ingénieurs et nos développeurs, on l'a appelée ISAC. C'est une plateforme de supervision énergétique qui va vous aider à suivre les consommations de votre patrimoine. Donc, patrimoine assujetti dans le cadre des décrets tertiaires, mais aussi patrimoine non assujetti si vous avez du secteur primaire, du secteur secondaire ou du tertiaire inférieur à 1000 m², vous pouvez suivre l'ensemble de votre patrimoine. Donc, vraiment, si vous avez une centaine de bâtiments, c'est possible de les suivre sur la plateforme de manière agrégée sur une seule et même interface. Ça propose un monitoring complet des consommations multifluides, donc électricité et gaz pour l'instant, d'autres énergies vont arriver, et de production d'électricité. Donc, comme on vient de voir, c'est assez complet. Vous pouvez voir la visualisation de tout votre patrimoine. Vous pouvez avoir une consolidation et analyse de tous vos flux. On va mettre vraiment un travail sur la donnée grâce à notre connexion API, encore une fois. Vous pouvez récupérer toutes les données sur des pas intéressants et pouvoir vraiment vous visualiser les données que vous souhaitez à l'instant que vous souhaitez sur le bâtiment que vous souhaitez. Donc, c'est très précis. La plateforme est vraiment personnalisable. Vous pouvez avoir la façon d'afficher comme vous le souhaitez pour avoir vraiment votre propre plateforme quand vous y allez, pour voir vraiment les informations pertinentes que vous souhaitez. Vous allez pouvoir naturellement du coup voir l'impact carbone de votre activité suite à votre consommation. Ce qui est très intéressant, ce qui plaît fortement à nos clients, avec un double avantage, c'est les alertes. Parce que les alertes, elles sont paramétrables totalement sur la plateforme. Elles ont deux buts, soit pour la surconsommation, soit pour la sous-consommation. La surconsommation, typiquement, pour un bâtiment de bureau qui est censé être actif que la journée, si on voit qu'il y a une consommation la nuit, ça montre qu'il y a des choses qui restent allumées la nuit. Donc, ça permet vraiment d'avoir une petite alerte pour voir qu'est-ce qu'on pourrait éteindre pour pas que ça consomme la nuit, ce qui est naturel s'il n'y a personne sur place. Et à l'inverse, pour la sous-consommation, typiquement, on a des clients des collectivités territoriales qui s'en servent pour l'éclairage public. Eux, ça leur permet de voir, notamment, si un lampadaire ne marche plus pendant la nuit, donc ils peuvent le voir le lendemain, que le lampadaire, un tel lampadaire à tel endroit n'a pas fonctionné car il y a une baisse de charge. Derrière, vous pouvez aller voir télécharger des rapports détaillés. Ces rapports sont très pertinents, que ce soit pour la communication interne, notamment si vous avez mis en place des méthodes de sobriété énergétique, donc inviter les collaborateurs à réduire leur consommation, que ce soit éteindre les ordinateurs la nuit, penser à éteindre la lumière si on n'est plus là, etc. Donc ça peut être vraiment pertinent pour suivre justement ces petits éléments qui ont été mis en place. Et aussi, d'un point de vue plus externe, dans une démarche peut-être plus RSE, ça vous permet de communiquer sur votre entreprise qui a pris en compte ses besoins de performance énergétique, vraiment vous montrer que vous monitorez l'ensemble de votre parc et de votre patrimoine. On a parlé des objectifs du décret tertiaire, vous pouvez aussi vos objectifs personnalisés. Donc, notamment, si sur certains bâtiments, vous avez mis en place la rénovation, vous avez des objectifs de consommation, de baisse de la consommation, vous pourrez suivre ces objectifs qui sont entièrement personnalisables. Et pour vous aider dans cette plateforme qui est vraiment simple d'utilisation intuitive, vous pouvez quand même avoir un conseiller énergie qui sera dédié, notamment un ingénieur énergie comme Quentin ici présent, qui pourra vous accompagner justement dans l'utilisation de cette plateforme d'un point de vue plus technique. Donc voilà, on a fait le tour des deux accompagnements qu'on propose. Vous allez voir enfin, c'est la slide actuellement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon numéro, c'est mon numéro personnel,
professionnel, mais le mien, ou le scanner QR code, vous arriverez sur notre site et vous allez avoir justement le détail de ce que je vous ai expliqué sur la première slide, sur l'accompagnement des décrets tertiaires. Et après, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Maintenant, on va passer à la dernière partie du webinaire, qui est la séance de questions-réponses. Donc là, on voit qu'il y a 3 questions de chat. En plus de ça, on a aussi des questions qu'on a sélectionnées, qui sont souvent revenues de prospects ou de clients qui avaient des problématiques sur ce décret tertiaire. Donc, on va passer à la première question qui vient de Reynald. Donc, notamment, c'est là, je pense, c'est pour la récupération des données de consommation. Donc, la question, c'est quid d'un bâtiment acquis récemment suite à la limitation avec l'impossibilité de récupérer les consommations? À liquidation. Alors, déjà, premièrement, ce bâtiment, il va falloir voir si il est assujetti ou non. Après, pour récupérer les consommations, plusieurs possibilités. Alors, je vais aussi, après, par la suite, laisser la parole à Marie pour qu'elle vous explique un peu comment ça se passe côté Enedis. Nous, ce qu'on peut faire, c'est déjà, notre point de vue, c'est déjà récupérer, vérifier avec les API quelles données nous pouvons récupérer, quel est l'historique qui existe sur ce bâtiment. Si l'ancien propriétaire du bâtiment ne donne aucune information, à ce moment-là, sur Opérat, si vous n'avez, au pire des cas, si vous n'avez aucune information, je pense que la question aussi s'intéresse surtout sur l'année de référence, cette fameuse année de référence. Eh bien, l'année de référence qu'il faudra sélectionner sur Opérat, ce sera la première année pleine d'exploitation qui sera disponible quand vous aurez créé votre compte d'électricité, si je puis dire. Je laisse Marie compléter, peut-être s'il y a d'autres. Oui, effectivement, moi je suis plutôt en phase avec ce qui vient d'être dit. Concernant, ça répond d'ailleurs à une autre question, j'ai l'impression un petit peu plus bas dans le chat. Nous, il y a deux choses. C'est que effectivement, on doit fournir, enfin, nous sommes autorisés à fournir les consommations d'énergie des titulaires des points. Voilà, c'est le respect du RGPD. Enfin, on est soumis à un certain nombre de règles et on ne pourra pas les fournir dans d'autres cas. Pour autant, il y a un cas un peu particulier en fonction de la puissance souscrite par les abonnés, puisque les règles de protection de données ne sont pas les mêmes si les puissances sont inférieures à 36 kVA et pour celles qui sont supérieures à 36 kVA. Je rentre dans des détails un peu techniques. Toutes ces données sont bien prises en compte dans notre service de données. Et donc, dans les cas où la puissance est supérieure à 36 kVA, les règles de protection sont moindres sur les données. Il y a, par exemple, sur le site, dans le cadre des données locales de l'énergie, sur des sites gouvernementaux, un certain nombre de consommations au annuel, ça c'est important. Les protections, enfin les règles de protection ne sont pas les mêmes pour des données annuelles et des données mensuelles. Et donc, dans ces cas-là, il se peut qu'il y ait un peu de souplesse sur la transmission des données. Pour autant, voilà, on doit effectivement respecter l'ensemble des critères et nous devons bien transmettre les données aux titulaires des points et non pas aux propriétaires des logements, puisque chacun est responsable ou propriétaire de sa donnée de consommation. Et donc, les locataires des différents logements c'est bien eux qui sont titulaires, propriétaires de ces données. Voilà, avec ce petit bémol sur les puissances supérieures à 36 kVA. Donc les puissances souscrites un peu plus importantes, où là, les règles de protection sont moindres. Donc, les demandes peuvent être transmises au robot en fonction de la complétude des données et des différents cas. Voilà, vous verrez effectivement les données qui peuvent être renvoyées dans le cadre du service que j'ai présenté tout à l'heure. Merci Marie. Je vais également compléter parce que je pense que la question, avec la question aussi que faire si le locataire est parti et qu'il refuse de donner ses années de consommation. Alors je vais préciser notamment d'un point de vue de la plateforme Opérat. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est aussi important de savoir si les activités qui étaient exercées par cet ancien locataire et par le futur locataire
seront les mêmes. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, s'il a été, donc là, je vois que la date, c'était le 31/12/2021. Donc en effet, il y aura des déclarations à réaliser puisque ces locaux ont été rendus après la date de mise en application du décret tertiaire. Donc la stratégie est un peu la même, c'est que alors déjà, il faudra bien faire comprendre que ce locataire était assujetti à ce moment-là. Et je pense que si si vous n'arrivez toujours pas à avoir ces consommations, il faudra partir déclarer à l'instant T cette EFA avec les consommations encore une fois, de la première année pleine, cette fois-ci en tant qu'espace vacant. Sur ce sujet-là aussi, je pense que sur la question de Caroline, sur le cas des locaux vacants, on peut y répondre aussi. Si le locaux est vacant depuis une date avant la mise en application du décret tertiaire, on parle alors de primo-assujettis. Et donc, les consommations sont à déclarer à partir du moment et pour le locataire qui est le premier assujetti au décret tertiaire. On ne va pas aller rechercher les données de locataires qui auraient pu être assujettis, mais avant la mise en application du décret tertiaire. Donc, il y a cette notion de primo-assujetti à prendre en compte. Ouais, je pense que sur la partie des locaux vacants, on répond. Je ne sais pas s'il y avait vous voyez la fin de la question. Voilà, donc ça y répond. Si vous me dites le contraire, Caroline, on reviendra sur le sujet. On peut enchaîner avec la question d'Emery qui demande s'il a de la production d'électricité dans son patrimoine, est-ce que c'est soustrait au calcul de la consommation pour le décret tertiaire? Très bonne question. Donc non, ce n'est pas souscrit. Le décret tertiaire, pardon, prend en compte uniquement les. Je donne un exemple. Pas parce que vous mettez des panneaux solaires sur un bâtiment que celui-ci devient efficace énergétiquement. Si c'est un vieux bâtiment qui n'a pas été rénové, etc. Voilà, c'est pour ça que le décret tertiaire se focalise uniquement sur les consommations et non sur la production. Merci. On a une question de Rénal qui nous demande si la surface prise en compte s'applique aussi à la partie entrepôt-stockage d'un bâtiment, même si elle est non chauffée. Alors, concernant le stockage et l'entreposage, en effet, ce sont des activités tertiaires, donc potentiellement assujetties par le décret. Donc, ces surfaces peuvent être assujetties, effectivement, même si elles ne sont pas chauffées. Il faut juste, faudrait voir si ces entrepôts sont des lieux clos ou si c'est ouvert. Mais si ce sont des lieux clos, même sans chauffage, en effet, c'est que ces locaux sont assujettis. Si ce sont des locaux à température, à des stockages pardon, à température ambiante, il faut savoir que les valeurs absolues ne sont pas encore décrites sur les décrets. Ils arriveront dans les prochains arrêtés. On parle aussi de flux tendu de 5 jours. Hein, exactement, si tu veux rapporter un détail là-dessus pour répondre à la question d'entreposage. Oui, exactement. Notamment dans des sites industriels, il y a forcément du stockage avant et après les productions, donc matières premières et produits finis. Si ces lieux de stockage sont dits en flux tendu, donc d'après le décret, c'est-à-dire un maximum des entreposages de 5 jours, ces surfaces ne sont pas à prendre en compte, ils sont considérés finalement partie intégrante de la chaîne de production. Merci. On a une question de Florent, mais qui a été répondue au chat par Vincent, concernant la partie gaz, cette fois-ci, s'il y avait le même système que chez Enedis. Florent a répondu que GRDF faisait la même chose, mais pour les 5 dernières années. Vous enchaînez avec quelques questions qu'on a aussi souvent reçues de nos clients. Donc, une question qui revient souvent, c'est comment se passe la gestion des communs en cas de multi-occupation? Alors, très bonne question. Sur les communs en multi-occupation, j'en avais brièvement parlé dans la présentation. Les communs, il faut savoir qu'en effet, ils sont à prendre en compte et les consommations de ces communs, ils sont à répartir au tantième sur les différentes EFA. C'est-à-dire que dans le cas de l'exemple que je vous montrais juste avant, s'il y a des communs, finalement, les consommations de ces communs sont déjà souvent répercutées dans les charges, etc., par le propriétaire et les gestionnaires. Et donc, c'est grâce à ces données que vous pourrez répartir au tantième et déclarer correctement dans la plateforme OPERT.
il y en a une nouvelle question de Caroline qui vient de reposer. Donc, concernant les assujettis, est-ce qu'une copropriété en centre-ville avec un local commercial de 500 m² au rez-de-chaussée et 1500 m² de logement est concernée par le décret tertiaire? Alors, 500 m² de local commercial, donc en effet, c'est une activité tertiaire. S'il y a uniquement celle-ci, cette surface de tertiaire, c'est inférieur à 1000 m², et donc celle-ci n'est pas assujettie. S'il y a d'autres activités, par contre, tertiaires dans cette copropriété, il va falloir additionner ces surfaces pour vérifier qu'elles soient supérieures ou inférieures à 1000 m² pour savoir si l'assujettissement est réel ou pas. Une autre question d'Alan qui nous a envoyé par message privé, qu'il a remis ici, voilà. Que se passe-t-il en cas de changement ou de cessation des activités tertiaires? Donc, s'il y a cessation d'activité tertiaire, donc c'est-à-dire que si le bâtiment devient un bâtiment autre après, donc par exemple du logement, etc., donc forcément, il ne sera plus, notamment dans le cas du logement, il ne sera plus assujetti. Donc, ce sera Une fin d'assujettissement, tout simplement. Donc, il y a Fabien qui a apporté une précision à sa question au préalable, qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul compteur général sans distinction industrie/tertiaire. Effectivement, un peu plus complexe dans ce cas-là. Donc, je vous invite à nous contacter hein, si vous avez. On pourra en parler plus facilement avec un exemple concret. Mais à terme, c'est vrai que dans ce qui est les dires de l'ADEME, c'est que, en tout cas, il sera plus facile à terme de mettre des sous-comptages pour pouvoir déclarer clairement les parties industrie et les parties tertiaires. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter hein, pour qu'on précise les questions que vous avez sur vos parcs patrimoniaux. Hein. Vous avez les contacts, les informations de contact d'Antoine pour qu'on investigue ensemble vos situations. Donc voilà, comme le rappelle Quentin, lorsqu'un compteur est partagé, aujourd'hui pas de sous-comptage, mais il est possible de faire ce découpage de surface réservé aux tertiaires de vos consommations lors de la déclaration. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par chat? Est-ce qu'on a d'autres questions représentatives des clients qui nous contactent? Notamment même peut-être une dernière question, sur le fait qu'un seul propriétaire peut déclarer 2 EFA à lui tout seul. Oui, alors il peut, mais c'est pas forcément judicieux. C'est parfois même pas conseillé du tout. C'est techniquement possible, mais pas forcément judicieux. Encore une fois, ça dépend de la stratégie à mettre en place, parce que tout à l'heure, on parlait dans l'offre d'accompagnement qu'on propose de cette année de référence qui est choisie par EFA, de ses objectifs par EFA, mais il est possible de mettre en place une stratégie de mutualisation pour que lorsqu'on est plutôt bon élève sur un local, sur une EFA, on puisse compenser une EFA un peu plus énergivore. Et donc là, si vous le souhaitez, nous aussi, on accompagne sur cette stratégie de mutualisation dans le but d'optimiser votre stratégie et de ne pas mettre en place un bulldozer si on est déjà proche de l'objectif. Toujours dans l'objectif final de respecter le décret tertiaire et de réduire votre impact environnemental via vos consommations énergétiques. Merci, Paul. Bah, écoutez, si on n'a plus d'autres questions, à pouvoir s'arrêter là. On est pile poil au niveau du timing. Donc, encore une fois, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation sur le décret tertiaire ou par rapport à l'assujettissement de votre patrimoine, n'hésitez pas à nous contacter. Tous les contacts sont là. Et sinon, vous pouvez tout simplement nous contacter via le chat sur notre site internet si vous n'avez pas eu le temps de prendre ces informations. À savoir que le webinaire, comme on l'a dit en début de session, sera disponible sur notre site internet en replay, téléchargeable gratuitement. Donc, vous pourrez diffuser à vos collègues ou à l'ensemble de vos connaissances qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc voilà, s'il y a un mot de la fin, peut-être Léopold, et on va s'arrêter là. Oui, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire aujourd'hui. Merci Quentin, merci Antoine et merci Marie d'avoir pu être avec nous aujourd'hui. Merci à Enedis de nous avoir présenté et d'avoir présenté à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui leur service de récupération des données. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Bonne journée. Merci, au revoir.